Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Fontaine Pajot? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je vous laisserai également une présentation de cette compagnie-ci sous la description de cette vidéo-ci. Encore une fois, c'est une compagnie qui exerce également dans le secteur des bateaux récréatifs. Donc, la première chose qu'on regarde ici, et vous allez remarquer que le tableau a complètement changé. Donc, généralement, moi, personnellement, quand je fais mes analyses, c'est ce tableau-ci que j'utilise. Les graphiques, je vous les présente parce que visuellement, c'est plus facile pour tout le monde. Mais ici, j'ai choisi d'utiliser ce tableau-ci parce que je n'ai pas les informations ne sont pas à jour sur la plateforme que j'utilise généralement qui s'appelle Ticker. Donc, parfois, on me demande généralement quelle est la plateforme que j'utilise. Elle s'appelle ticker.com. D'accord? Donc, vous pouvez aller vous abonner. Ça coûte à peu près $20 par mois. Donc, voilà. Donc, de toutes les façons, une plateforme ne fait pas de vous un bon investisseur. Ça vous donne des informations rapidement. Donc, ici, j'ai 10 ans de revenus. Donc, ça, c'est Morningstar que j'adore. Donc, j'ai 10 ans de revenus ici. Donc, on peut déjà voir qu'en 10 ans, on s'acquitte de 2000. On regarde ici de 2012 à 2021. Encore une fois, les rapports annuels ici se terminent. Donc, la période comptable se termine ici en août de chaque année. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? La première chose que je vais vérifier, c'est la croissance ou la stabilité des revenus. Ici, au niveau des revenus, d'accord, je sais que c'est en anglais, donc vous allez vous y habituer. Donc ici, les revenus sont croissants. Donc quand on observe bien la croissance des revenus ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'entre 2017 et 2018, ça va. Les revenus sont à peu près, voilà, la croissance est là. Mais on a un doublé des revenus entre 2018 et 2019. Si vous regardez les rapports financiers, il y a eu une acquisition à cette période-ci. D'accord? C'est important à aller vérifier. Il ne suffit juste pas de dire que il y a une croissance des revenus, mais il faut également regarder la croissance est due à quoi? Est-ce qu'elle est organique ou bien inorganique? Donc ici, on a une croissance des revenus. D'accord? On aime ça, c'est un checkmark pour la croissance des revenus. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vérifier après la croissance des revenus ici? Donc je vais regarder ici la marge brute. Donc on a des marges brutes ici à peu près, voilà, on a des marges brutes également qui sont croissantes. Donc vous remarquez ici qu'on quitte de à peu près 40% ici pour se diriger à peu près à 51% une dizaine d'années plus tard. Donc on remarque qu'il y a un changement entre 2018 et 2019. Encore une fois, si vous lisez vos rapports financiers, vous allez savoir pourquoi. Je pense que c'est également dû à l'acquisition. Donc les marges brutes sont croissantes. C'est également un checkmark. Ensuite, on regarde la marge opérationnelle, vu qu'ici la marge EBITDA n'apparaît pas. Donc, on va regarder la marge opérationnelle, c'est une information importante. Donc, généralement, la marge opérationnelle est encore plus importante que l'EBITDA. Je vous présente généralement l'EBITDA parce que, voilà, ça fait grosso modo à peu près la même chose. C'est des informations rapides. Rappelez-vous qu'ici, c'est une première observation pour savoir si l'entreprise mérite d'être étudiée en profondeur. Donc, on commence par les chiffres. Je ne vais pas aller étudier une entreprise qui n'a pas de revenus. D'accord? C'est du temps que je vais perdre. Et le temps d'un investisseur, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'investis. Je préfère commencer à analyser les compagnies qui, premièrement, m'intéressent au niveau des chiffres et, deuxièmement, qui pourraient avoir des avantages compétitifs. Et pour pouvoir déterminer si une entreprise a des avantages compétitifs, généralement, ça se voit déjà sur les chiffres. Généralement, ils ont des chiffres stables. Enfin, au niveau des revenus et des marges, on voit généralement une certaine stabilité. C'est vraiment réglé comme une horloge. Donc, remarquez ici une chose. Au niveau des marges opérationnelles, on a également un changement entre 2018 et 2019. Une baisse des revenus opérationnels en termes de marge. 16% ici, 7% ici, alors qu'on avait une croissance depuis plusieurs années. 0,6% ici, 16% à ce niveau-ci. Donc, vous remarquez qu'il y a une baisse entre 2019 et 2020. Et on a recommencé une hausse à partir de 2021. Peut-être que le Covid est passé par là. Dans tous les cas de figure, ça ne doit pas rester sans justificatif. Donc, j'aime bien ce que je vois ici au niveau de la croissance en elle-même sur une dizaine d'années. Donc, on a à peu près une stabilité, mais pour un investisseur, il faut savoir pourquoi est-ce que nous avons cette variation-ci et est-ce qu'on va revenir aux alentours des marges d'à peu près 16%. Donc, je continue. Donc, après avoir regardé les marges opérationnelles, donc on va tomber ici directement sur les bénéfices nets par action. D'accord? Donc, vous remarquez ici que les bénéfices nets par action sont croissants. On quitte de 1 euro par action à 6,96 € par action. Croissance extraordinaire, encore une fois, un changement important entre 2017 et 2018. Information à aller vérifier dans les rapports financiers. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien également ce que je vois ici, c'est un checkmark. Donc, après cela, généralement, je regarde le nombre d'actions disponibles sur le marché. J'aime bien des entreprises qui n'émettent pas de nouvelles actions sans justificatif. Donc, généralement, je préfère des actions qui diminuent plutôt que des actions qui augmentent. Je sais, certains vont parler de Air Liquide, mais chacun a ses préférences. Parce que augmenter le nombre d'actions, ça réduit ma part du gâteau par rapport aux bénéfices nets. Bon, ça ne se voit pas généralement si l'entreprise également a de la croissance. Donc, dans tous les cas de figure, 2 millions d'actions, c'est stable sur le temps. Donc,
encore une fois, en regardant ce tableau-ci, vous allez voir les dividendes. Donc, les dividendes également sont croissants. On quitte ici à peu près de 9 centimes d'euros. Et ici, on arrive aux alentours de 1,68 €. C'est bien. C'est l'information qui est importante pour certaines personnes. Moi, personnellement, je peux faire des bénéfices nets par action stables. Parce que je sais une chose, c'est que si on a des bénéfices nets par action qui également égalent au free cash flow, après vérification, bien sûr, ça veut dire que tôt ou tard, c'est une question d'allocation du capital. Soit l'entreprise va racheter de nouvelles actions, soit va rembourser la dette, ou bien va distribuer un dividende. C'est une question d'allocation du capital. Donc, le plus important, c'est la stabilité ou la croissance de ces bénéfices nets par action. Donc, ce n'est pas trop le dividende qui m'intéresse. Donc, le dividende ici, c'est bien 1,68 €. Donc, le dividende ici, voilà, ils ont les moyens de le payer. Donc, vous voyez ici que ça représente à peu près, par rapport aux bénéfices actuels, ça représente à peu près 17% en termes de payout. Donc, c'est bien, bonne information. Donc, maintenant, après ça, qu'est-ce que je regarde généralement? C'est la partie des free cash flow. Donc, vous remarquez ici que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets par action, aux bénéfices nets ici, donc au net income. Ça veut dire que, généralement, si le free cash flow est élevé, ça veut dire que soit on déprécie énormément, mais on n'a pas de dépenses en capital la dépense en capital n'égale pas la dépréciation. C'est une bonne chose, il y a des industries comme ça. Ou bien, ça veut également dire qu'il y a eu une manipulation comptable. Manipulation comptable, ça ne veut pas dire que c'est une fraude comptable. Donc, ce n'est pas un cours de comptabilité ici, mais généralement, il faut vraiment vérifier pourquoi est-ce que les marges des free cash flow sont plus élevés ou bien sont moins élevés que les bénéfices nets. Donc, ici, c'est 51 millions. J'ai vérifié pourquoi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai la certitude que les free cash flow ici, normalement, ça doit être égal aux bénéfices nets. C'est pour ça qu'on va utiliser des bénéfices nets ici. Donc, en termes de croissance ici, vous allez vérifier, vous allez pouvoir voir ici que la croissance ici sur les 10 dernières années, c'est 14%. Sur les 5 dernières années, on a 23%. Donc, sur les 3 dernières années, on a ici 24%. Donc, en termes de croissance, moi, ici, je vais utiliser deux types de croissance. Je vais prendre une croissance à 10% et une croissance à 15%. Je sais qu'actuellement, on a des croissances on a une croissance à peu près de 20%. Mais comme je vous l'ai dit, la croissance est à la fois organique et inorganique. Elle fait des acquisitions. Est-ce que c'est soutenable dans le temps? Point d'interrogation. Donc, je préfère me protéger. Je vais réduire un tout petit peu la croissance. D'accord? Donc, de toutes les façons, pour investir avec conviction, vous n'avez pas le choix d'aller vérifier les rapports financiers, la taille de l'industrie, les compétiteurs, etc. Et pourquoi est-ce que l'entreprise pense qu'elle peut avoir une croissance de 20% sur une période très longue. Dans tous les cas de figure, moi, ça sera 10% et 15%. Donc, une fois que j'ai terminé avec ce tableau-ci, on a vérifié les revenus, on a vérifié les marges brutes, on a vérifié les bénéfices nets, on a regardé le dividende, on a regardé le nombre d'actions ici disponibles sur le marché. Donc, on passe à quoi? Alors, sur ce tableau-ci, on va prendre les marges. Donc, on va prendre ici nos marges moyennes. Donc, généralement, moi, je le fais à vue d'œil. Je n'utilise pas de tableau ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'habitude. Donc, vous allez voir ici que les marges nettes ici, voilà, on a l'équivalent à peu près de 5%. Parfois, on est à 6%, 6,7%. En date d'aujourd'hui, on est à 5,74%. Mais en 2020, on était à 4%. En 2019, 5,33%. En 2017, 4,75%. Donc, je vais me protéger. Je vais prendre des marges à peu près de 5%. D'accord? Ça, c'est ce que je vais prendre en termes d'évaluation des marges de 5%. Maintenant, je compare avec les free cash flow. Quand vous regardez ici, cette ligne, on a les marges de free cash flow. Généralement, les free cash flow ici sont supérieurs aux bénéfices nets ici, donc aux marges nettes. Donc, je vous ai dit que j'essaie de me protéger au maximum. C'est pour ça qu'après vérification, je peux avoir la certitude que bénéfice net ici égale à free cash flow, normalement. Donc, on va le prendre ici comme ça. Donc, on ne va pas prendre des marges de 25% ou bien de 7% ou de 11%. De toute façon, c'est assez instable. Je prends le 5%. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes de valorisation? Encore une fois, en termes de PER, on va utiliser 17 fois les bénéfices. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, le scénario ici pessimiste. D'accord? Je rappelle encore une fois, actuellement, on a des revenus de 200 millions. 200 millions en termes de revenus, 5% de 200 millions, donc 5% nos marges bénéficiaires ici, moyenne. Donc, ça donne ici 10 millions. Donc, 10 millions ici multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette. Ici, on n'a pas de dette nette ici, on n'en a pas parlé, mais je vous confirme ici que la dette ici est insignifiante. Donc, c'est marqué 0 ici. Donc, si on fait 10 millions multiplié par 17 divisé par le nombre d'actions, ça donne ici, voilà, 103 € l'action. Je vois ici que vous voyez bien ici qu'on a 1,7 million d'euros. On a 1,7 million d'actions ici. D'accord? Donc ici, c'est 2 millions d'actions. Donc ce logiciel-ci arrondi. Donc il faut quand même vérifier dans les rapports financiers quel est le nombre d'actions disponibles en date d'aujourd'hui. Donc ici, on aura à peu près 103 € l'action. Donc ça, c'est notre hypothèse pessimiste. Maintenant,
La seconde hypothèse, qu'est-ce que ça implique? Croissance des bénéfices de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient à multiplier les bénéfices, les revenus par 1,6. Donc, si on a des revenus de 200 millions, ça revient ici à avoir des revenus à peu près aux alentours de 320 millions. Donc, si on prend ici 5% de 320 millions, ça représente ici 16 millions. Donc, quand vous prenez ici 16 millions ici fois 17 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne 163 € l'action. Ça, c'est notre hypothèse de base. Notre hypothèse optimiste maintenant, d'accord, prend en considération ceci. Croissance des bénéfices de 15% sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à doubler notre revenu. Donc, ça sera un revenu de 400 millions en année 2026. Donc, si on a 400 millions de revenus, 5% de 400 millions, ça donne ici 20 millions. Donc, 20 millions multiplié par 17 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions ici, si le nombre d'actions reste stable, bien sûr. Donc, c'est la même chose partout. Donc, ça donne ici 203 € l'action. Donc, où est-ce que moi je me situe par rapport à toutes ces hypothèses-là? Je serai à ce niveau-ci. Donc, notre hypothèse de base qui veut dire que, pour moi, je pense que l'entreprise a la capacité d'avoir une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça, c'est totalement possible. On a vu ici que par le passé, on a une croissance aux alentours de, voilà, 23%. D'accord? Avant la période de 2019, donc attention, donc avant la période de Covid, on avait des croissances à peu près de 33% sur les 5 dernières années et 17% sur les 10 dernières années. Donc ici, 10%, c'est totalement faisable. Mais attention, ça dépend également de la taille du marché. Donc il faut aller vérifier quelle est la taille du marché, quels sont les compétiteurs. Donc sur la vidéo concernant Katana Group, je vous ai montré les différents compétiteurs. La taille du marché maintenant, ça dépend parce que Fontaine Pajot ne fait pas exactement la même chose que Katana Group. Donc le 2 milliards de taille de marché, c'est uniquement pour le marché des catamarans. Donc, elle fait également des catamarans de luxe. Donc, ils sont à peu près sur le même traîneau. Donc, il est tout à fait possible que, actuellement, vu qu'ils ont des revenus de 200 millions, en prenant en considération que la taille totale du marché est de 2 milliards, donc ça a également 10%. Donc, ils sont également à peu près au même niveau en termes de taille des revenus. Non, pas à peu près au même niveau parce que Katana Group a à peu près 155 millions de prévus cette année-ci, alors que Fontaine Pajot, en date d'aujourd'hui, on est à peu près 200 millions. Peut-être qu'ils auront des revenus supérieurs. Mais dans tous les cas de figure, moi, je vais me situer ici avec une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Donc, vu que c'est un secteur cyclique, il faut faire très attention. Il faut vraiment prendre une croissance moyenne. Donc, généralement, ici, on aurait dû vraiment faire ce qu'on appelle une normalisation des résultats. Donc, au lieu de prendre 200 millions comme étant des revenus qui peuvent être soutenables dans le temps sur les 5 prochaines années, on peut prendre ici, voilà, on va se dire que l'entreprise a l'habitude d'avoir au moins 150 millions de revenus, en tout cas depuis au moins 2019. Mais 2019, ce n'est pas une période assez longue. Donc, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'il y a un changement à partir de cette période-ci. Pourquoi on quitte des revenus de 40 millions ici à 79 millions et subitement, on quitte de 79 millions à 106 millions. Ensuite, l'année qui suit, on double carrément nos revenus. C'est très important. Il faut regarder pourquoi. Est-ce qu'il y a des acquisitions? Je pense que c'est surtout beaucoup lié à des acquisitions. Donc, encore une fois, je pense que ça ne serait pas étonnant pour moi de voir une fusion Katana Group avec Fontaine Pajot, d'accord? Juste pour pouvoir avoir des avantages, avoir des revenus plus élevés et surtout faire compétition à Bento et surtout aux compagnies américaines qui sans doute arriveront en Europe tôt ou tard. Donc, en termes de valorisation, pour terminer, moi, ma valeur ici se situe à 163 € l'action. Je vous ai dit également ce que ça implique. Ça implique ici des marges de bénéfices, des marges de 5%, un revenu à peu près de 320 millions d'ici 2026. Et voilà, avec une dette stable. Donc, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, ça représenterait à peu près 163 € l'action. Donc, on dira qu'à 119 € l'action, 120 € l'action, il y a une opportunité d'investissement. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais acheter l'entreprise à ce prix-ci? Non, moi particulièrement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais que les compagnies cycliques, j'ai besoin d'une énorme décote. Et actuellement, en date d'aujourd'hui, quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, personne n'achète un bateau plein prix. Donc, à la fin de la journée, je sais qu'ils sont également dans le secteur des mobil-homes, etc. Mais c'est des secteurs cycliques. Il faut vraiment se protéger. Donc, moi, peut-être qu'à partir de 80 €, ça pourrait m'intéresser. Mais encore, ce n'est pas un genre d'entreprise que j'aimerais posséder dans mon portefeuille. Je trouve ça... Il y a trop d'incertitudes. Je n'aime pas ça. Donc, à la fin de la journée... Pour ceux que ça intéresse,
voilà la valeur que je pourrais attribuer ici. Donc, je vous ai montré à peu près comment je fais. Vous pouvez avoir un avis totalement contraire et je serais heureux de savoir ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo-ci. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Fontaine Pajot, 163 €. Maintenant, à vous de décider ce que ça implique ou pas, et si vous voulez prendre position ou pas. Mais avant tout, lisez vos rapports financiers pour avoir une vue globale de l'entreprise. C'est ça votre avantage. Merci beaucoup. Au revoir.